C'était censé être une fête, l'anniversaire de ma femme Cambria. J'avais passé l'après-midi à redresser ma cravate devant le miroir, me promettant de garder un sourire radieux quoi qu'il arrive. Félix n'avait pas lésiné sur les moyens. Un orchestre de jazz jouait sous un dais de guirlandes lumineuses. Un bar ouvert brillait sous les lampions de la terrasse, et plus d'une centaine d'invités se mêlaient aux jardins impeccables du domaine Burton. Debout au bord de la terrasse, un verre de rouge millésimé à la main, je faisais semblant d'être à ma place. En vérité, je me sentais comme un cas de charité invité à observer la vie de quelqu'un d'autre. Je portais le verre à mes lèvres, laissant le bordeaux liquide enrober ma langue, m'efforçant de goûter à la fête. Mais sous les bavardages joyeux et le tintement des glaçons sur le cristal, quelque chose me fit un signe de tête. Ces regards que Cambria me lançait, mi-pitié mi-agacé. Je forçai mon visage à esquisser un sourire poli tandis que ses amis voletaient autour d'elle comme des papillons autour d'une flamme, murmurant des compliments et sirotant du champagne. Cambria était la reine ce soir-là, et j'étais le valet de pied dont le seul rôle était de rester immobile et d'avoir l'air reconnaissant. Puis arriva Félix, se pavanant avec l'assurance d'un homme qui sait pertinemment tout son pouvoir. Son costume sur mesure moulait sa silhouette, ses boutons de manchette clignotaient comme des trophées, et son haleine exhalait un léger ricanement de Scots. Je me préparais, espérant un accueil cordial. Au lieu de cela, il inclina la tête, la lueur des bougies dans les bouteilles derrière lui, projetant un halo autour de son sourire suffisant. « Dean, dit-il d'une voix traînante, la voix chargée d'alcool. Pourquoi es-tu encore là ?» Il marqua une pause, laissant le rire de ses complices m'envahir. « Personne n'aime les œuvres de charité, mon cher. » Je fus prise d'un rire creux, de ce genre qui résonne dans une pièce vide. J'ai levé mon verre pour porter un toast moqueur. « Joyeux anniversaire, Félix, » dis-je d'une voix posée. Mais tous les muscles de mon corps se tendirent. À cet instant, je vis la dureté dans le regard de Cambria. La façon dont ses lèvres se retroussèrent, sans jamais sourire pleinement. J'acquiesçai tandis que Félix tournait les talons, rejoignant son groupe d'un pas assuré, et je posai mon verre sur un rebord proche, regardant le vin rouge trembler. Quelques instants plus tard, la fête s'écroula. J'aperçus à peine l'éclair de verre brun traversant la lumière de la lampe. Une seconde, je m'avançai pour retrouver mon équilibre. L'instant d'après, le monde explosa contre ma tête. La douleur me déchira en une vague brûlante et aveuglante. J'avais un goût de cuivre métallique amer. Le verre se brisa à l'impact, projetant des gouttelettes cramoisies sur le sol de marbre immaculé. Il y eut un halètement collectif, une douzaine de cris, puis un silence si complet qu'il résonna dans mes oreilles. Ma main se porta à ma tempe, collante du sang qui suintait entre mes doigts. L'invité s'écarta autour de moi comme la mer Rouge. Au loin, le groupe, une douce mélodie se disloqua, remplacée par le bourdonnement pressant du choc. Je levai les yeux, cherchant Cambria dans la foule, mais elle resta plantée au bord de la scène, les bras croisés, à m'observer comme une pièce à conviction sous une vitre. Elle ne cria pas. Elle ne se précipita pas vers moi. Elle se contenta de se détourner, les épaules carrées, laissant le rire de Félix déferler sur son dos fuyant. Le temps ralentit. Je clignai des yeux à 2 reprises, goûtant la piqûre métallique sur ma langue, et ma résolution intérieure se cristallisa. Je fis un pas vers Cambria, mais le vertige me tira en arrière. Des éclats de verre craquèrent sous mes chaussures. Les invités se dispersèrent, les murmures se poursuivant. Appelez une ambulance. Vous avez vu ça? Je n'arrive pas à y croire. Je me sentais complètement seul, à la fois victime et étrangère dans une scène chorégraphiée sans ma permission. J'ai laissé le chaos derrière moi. Mon téléphone et mes clés, les seules choses que j'ai réussi à mettre dans mes poches. Mon costume était ruiné. Des taches de sang tachaient la laine anthracite, mais je l'ai à peine remarqué. L'air nocturne, une vague de fraîcheur m'a frappé en franchissant le seuil de la terrasse. Fraîche et purifiante. J'ai inspiré profondément, aspirant dans mes poumons le parfum du jasmin nocturne et des haies fraîchement taillées. À chaque inspiration, le choc s'estompait et quelque chose de plus dur prenait racine. L'indignation, la fureur, la détermination. J'avais passé des années à m'excuser de ne pas être parfait dans son monde, à sacrifier mes propres besoins sur l'autel des attentes de sa famille. C'en était fini. J'ai cherché mon téléphone, les mains tremblantes, et j'ai composé le numéro de Cambria, même si je savais qu'elle ne répondrait pas. J'ai écouté l'écho de la sonnerie dans le couloir vide à côté de la terrasse, puis je l'ai lâché.
J'ai glissé mes clés dans ma poche et poussé la porte de derrière, sortant sur la pelouse où les dernières lumières de la fête clignotaient au loin. Je me suis éloigné de la musique, des rires, de la trahison, laissant le domaine se rétrécir derrière moi jusqu'à ce que je ne vois plus que des hérissons ondulants sous le clair de lune. Arrivé au bout de sur l'allée de gravier, j'avais pris ma décision. Je ne retournerai plus à cette fête, à cette vie, ni à ce mariage tel qu'ils avaient été. La douleur à ma tempe palpitait à chaque battement de cœur, me rappelant l'instant précis où tout avait basculé. Je n'étais plus seulement le mari de Cambria ou le contre-coup de Félix. J'étais un homme méprisé, mais plus brisé. Je suis monté dans ma voiture, claquant la portière tandis que le fracas de mon pouls couvrait le monde. Le moteur a rugi. Dans le rétroviseur, j'ai vu la silhouette du break, encadrée de verres brisés, scintiller comme des étoiles dans l'embrasure de la porte de marbre. J'ai retenu mon souffle, puis j'ai expiré. Quoi qu'il advienne, je l'affronterai à ma façon. Mon téléphone était silencieux à côté de moi. Mes clés tintinabulaient dans ma main, et j'ai appuyé sur l'accélérateur, repartant avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'ai pas regardé en arrière. 3 heures après la fête, la fin était sanglante et silencieuse. J'étais assis dans un bureau silencieux, 12 étages au-dessus du centre-ville. Les néons bourdonnaient faiblement au-dessus de ma tête. La réceptionniste m'avait offert un café que je n'avais pas touché. Ma chemise, tachée de sang au col, était dissimulée sous un sweat à capuche noire emprunté au secouriste qui m'avait soigné. Je sentais encore la brûlure, sèche près de ma tempe. Un pouls sourd me rappelait que je n'étais pas là par hasard. J'étais là parce que j'en avais assez. Le bureau de Rowan Ellison ne criait pas le pouvoir. Il le murmurait. Les murs étaient tapissés de livres. De vrais livres, pas des collections décoratives reliées en cuir, mais des volumes juridiques bien feuilletés et des recueils de jurisprudence avec des onglets de couleurs qui dépassaient à des angles étranges. Une plante en pot solitaire se penchait vers le mince horizon de la ville. Une citation encadrée accrochée au-dessus de son bureau disait « La voix la plus dangereuse est celle qui n'a pas besoin de crier ». Je n'étais même pas encore assis que j'ai réalisé que je n'étais plus seul dans cette guerre. Rowan n'avait rien à voir avec les avocats sanguinaires de la télévision. On aurait dit une bibliothécaire. Lunettes fines, chignon haut, cardigan souple sur un chemisier gris. Mais la façon dont elle m'observait, comme si elle organisait déjà les faits en argument, m'a fait me redresser. Ma colocataire de fac l'avait recommandée par un simple message. Elle est calme, mais redoutable. J'ai maintenant compris les 2 parties de cette déclaration. J'ai lu votre formulaire d'admission, a-t-elle dit sans préambule, d'une voix calme et posée. Et votre message? Vous avez dit que le frère de votre femme vous avait agressé en public lors d'une fête organisée dans sa propriété familiale. Oui, ai-je répondu. Fête d'anniversaire? Son anniversaire? Elle a hoché la tête. Et votre femme n'est pas intervenue. Elle s'est détournée, ai-je dit, détestant la simplicité de ces mots. Elle m'a regardé un long moment, la plume immobile. Commençons par le commencement. Monsieur Langford, j'ai besoin de tout. Historique émotionnel, dossier financier, bien, accès à la propriété. Je vais poser des questions précises. Des questions plus tard. J'ai marqué une pause, incertaine quant à la façon de résumer des années passées à être étouffées par la politesse et manipulées par le charme, mais j'ai quand même commencé. Je lui ai parlé du lent retrait de Cambria après notre 2e anniversaire, de la façon dont l'affection s'est transformée en performance, de la façon dont j'ai cessé d'être un mari pour devenir un parrain. Je lui ai raconté comment Félix m'avait toujours sapé, avec des manières qui semblaient être des plaisanteries jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. J'ai expliqué comment j'avais été progressivement exclu des décisions concernant les vacances planifiées sans me consulter. Les achats effectués à mon nom, puis étiquetés comme les notes. Je lui ai tendu un dossier que j'avais glissé dans mon sac avant de quitter la maison pour la fête. Une habitude dont je n'avais pas réalisé l'utilité. À l'intérieur se trouvaient des années de documentation, des copies des impôts fonciers que j'avais payés, des courriels où j'étais impliqué dans des discussions de rénovation, sans jamais pouvoir voter, des confirmations de transfert de biens communs portant uniquement le nom de Cambria. Rowan a parcouru la pile avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait vu pire. Peut-être pas de sang à un anniversaire, mais suffisamment de trahison par coupure de papier pour savoir ce qu'elles ont construit. Elle s'arrêta à une page, baissa légèrement ses lunettes, puis me regarda. « Vous avez financé la rénovation de l'allée? » « Oui. Sur cette facture, 14 700 $ pour la rénovation de l'allée, payée sur votre compte personnel.
J'ai hoché la tête. Félix a dit qu'il devait améliorer l'accueil. Ses lèvres se sont pincées. Mais vous n'êtes pas sur l'acte de propriété. Non, la maison appartenait à la famille de Cambria. Techniquement, c'est toujours le cas. J'ai ri sèchement. Du moins, c'est ce que je pensais. Elle se pencha en arrière, les doigts croisés sous le menton. Et si je vous disais que ce n'était pas forcément vrai, je l'ai regardé fixement. Reviens. Rowan sortit une fine tablette d'un tiroir et commença à fouiller dans une base de données. Le père de Cambria, Lawrence Burton, cadre financier à la retraite, est décédé il y a 5 ans. Oui, d'un cancer du foie. Avant de mourir, il avait créé une fiducie révocable entre vifs. C'est la norme. Mais c'est là que ça devient intéressant. Elle retourna la tablette face à moi. Un document numérisé remplit l'écran, tamponné et signé. Voici un résumé partiel du trust familial Burton. Vous voyez cette clause? J'ai plissé les yeux. Article 14. En cas d'acte criminel ou de violence physique commis par un membre de la famille nommément désigné sur un beau-frère ou un conjoint légal dans le cadre de la succession, les biens peuvent être transférés. Attendez, quoi? Rowan sourit. Un petit détail dangereux. Vous avez été agressé dans le cadre de la succession par Félix, un bénéficiaire désigné. Et pour cette raison, il y a une clause de déclenchement dans le trust. Elle a probablement été insérée comme mesure de protection. Une famille avec de l'argent, des biens et trop de secrets. Laurence cherchait probablement un moyen de protéger l'intégrité du patrimoine. Il ne s'attendait probablement pas à ce que la clause de déclenchement soit utilisée. J'ai cligné des yeux. Alors, que dites-vous? Je dis que nous avons un dossier, a-t-elle dit. Et plus que ça, vous avez un moyen de pression. Si nous pouvons confirmer les termes du trust et relier les points, l'agression, les déclarations de témoins, vos contributions financières, nous pourrons peut-être transférer légalement l'acte. Au minimum, nous pouvons le geler. Vous seriez l'héritier légitime en vertu de cette clause. Je me suis rassise dans le fauteuil en cuir. Stupéfait. Pendant tout ce temps, je pensais n'avoir rien. Tu as beaucoup? Dit Rowan. Tu n'as simplement jamais eu personne pour t'aider à le réclamer. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu la sensation que quelque chose bougeait, comme si le sol sous mes pieds ne cédait plus. Je n'étais pas seulement en sang et humilié sur la banquette arrière d'une voiture de police, considéré comme un moins que rien. J'étais un homme qui avait été lésé au vu et au su de tous. Et maintenant, pour la première fois, j'avais la loi de mon côté. J'aurais besoin des déclarations des témoins du parti, poursuivit Rowan en feuilletant le dossier. N'importe quelle vidéo serait utile. Mais aussi les relevés de cartes de crédit, les historiques de virements, et tout ce qui identifie votre nom en dehors d'une contribution financière significative. Nous allons construire ça non pas comme un divorce, mais comme une réclamation hostile. J'en ai eu le souffle coupé. Une réclamation hostile? Oui, dit-elle calmement. Tu n'es pas reparti les mains vides, Dean. Tu es reparti avec les frais. Et maintenant, tu pourrais revenir avec un acte. Ces mots se sont gravés dans ma mémoire comme un secret. Serment. Je me souvenais du sourire narquois de Félix lorsque la bouteille s'est approchée de ma tempe. Je me souvenais du détachement froid de Cambria. J'avais cru partir ce soir-là avec rien d'autre que des bleus et des regrets. Mais Rowan venait de me montrer que ce que j'emportais avait bien plus de valeur. Des preuves, des droits, et plus dangereux encore, un plan. Elle me tendit un papier à signer, officialisant notre mandat. Je m'occupe de la procédure légale. Tu devras te taire un moment. Pas d'avertissement, pas d'appel à Cambria, pas de confrontation. Qu'ils croient que tu as disparu. Plus tu seras silencieux, plus ils tomberont. Quand nous bougerons, j'ai signé la page sans hésiter. L'épingle de Rowan s'est refermée avec un bruit sec, son expression indéchiffrable, mais lorsqu'elle s'est levée pour me serrer la main, sa poigne était ferme. Je ne crie pas, monsieur Langford, répéta-t-elle, mais je gagne. Et à cet instant, je sus que ce ne serait pas une vengeance. Ce serait une justice signée et scellée. Tout avait commencé par une signature dont je ne me souvenais même pas avoir apposée. Rowan avait fouillé dans les archives publiques, les documents d'homologation, tout ce qui concernait la succession de Burton. J'avais supposé, comme tout le monde, que la maison était définitivement liée à la lignée de Cambria. J'avais accepté d'être une étrangère sur tous les plans. Mais ce que Rowan a découvert a tout bouleversé. Nous étions de nouveau assis l'un en face de l'autre dans son bureau. Elle glissa un dossier en papier Kraft vers moi sur le bureau ciré, l'air calme, mais il y avait une acuité dans son regard que j'avais fini par reconnaître.
Cela signifiait que quelque chose d'important avait fait surface. Le père de Cambria n'avait pas simplement transmis la propriété à ses enfants, dit-elle. Il l'avait placée dans une fiducie révocable avant son décès. Ce n'est pas rare. Mais ce qui est rare, très rare, ce sont les conditions qu'il y a attachées. Elle ouvrit le dossier pour une copie de l'acte de fiducie. Le papier ressemblait à n'importe quel autre document juridique, dense, formel, sans vie. Mais lorsque Rowan a pointé la clause, elle a pris vie. Cette section, ici même, stipule que si le conjoint légal de l'un des bénéficiaires est victime d'agression criminelle ou d'un autre bénéficiaire sur les biens de la succession, le fiduciaire a le droit de transférer la propriété à ce conjoint. Mon cœur battait plus fort à la lecture de ces mots. Ils étaient tous là, légaux, précis, contraignants. Une facture et une police d'assurance contre la violence. Une clause qui avait sans doute semblé excessive lors de sa rédaction, mais qui s'est soudainement transformée en une arme chargée dont j'ignorais l'existence. Et voici, dit Rowan en feuilletant la dernière page, votre signature. Vous avez signé en tant que témoin lors de la rédaction. Vous étiez là. Vous le saviez à un moment donné, Dean. J'ai fixé la signature. Ma propre écriture, claire comme le jour. Mon nom suivi d'une date datant d'il y a 5 ans. Juste un mois avant la mort de Lawrence Burton, et soudain, le souvenir s'est remis en place comme une clé dans un objet oublié. C'était un mardi pluvieux. Nous étions tous réunis dans la véranda du domaine, Lawrence emmitouflé dans un châle, paraissant plus petit que jamais. L'avocat, Grant Miles, était passé avec une pile de documents. Cambria se disputait à propos de quelque chose, probablement les rénovations du caviste. Félix arpentait la pièce. Lawrence m'a demandé doucement si je voulais bien signer comme témoin. Je me souviens avoir pensé que c'était un honneur qu'il me confie quelque chose d'important. Je n'avais pas demandé ce que comprenait la fiducie. J'ai juste signé et serré la main de Grant. La voix du doyen Rowan a brisé ce souvenir. J'ai hoché la tête lentement. Je m'en souviens maintenant. Je ne savais pas ce que je signais. Enfin, on ne m'a pas donné les détails. Lawrence n'était pas bien, mais il était lucide ce jour-là. Il a dit que ce n'était qu'une formalité. Les formalités ont des conséquences, a dit Rowan, surtout lorsqu'elles sont liées aux droits des fiducies. Je me suis adossé à ma chaise, fixant la page comme si elle allait s'enflammer. Alors, que se passe-t-il ensuite? J'ai parlé à Grant Miles. Il est toujours en vie, toujours en exercice, en fait, semi-retraité. Quand je lui ai raconté ce qui t'était arrivé, l'agression de Félix, il n'a pas semblé surpris. Il a dit qu'il avait toujours su que Lawrence avait inclus cette clause pour une raison. Il se souvenait de moi. Il se souvenait de toi comme de la seule personne qui ne lui coupait pas la parole. Il a dit, « Lawrence, je t'ai toujours préféré à son propre fils. » Cela m'a serré la gorge. J'ai de nouveau regardé le document et la courbe en boucle de ma signature. J'avais été une note de bas de page dans cette famille pendant si longtemps. Je n'avais jamais imaginé pouvoir être plus, mais maintenant c'était écrit noir sur blanc. La bouteille que Félix m'avait brisée sur la tête avait déclenché quelque chose de bien plus grave qu'une simple visite à l'hôpital. Elle avait ouvert une porte légale que Lawrence avait lui-même conçue. Rowan a refermé le dossier. Nous avons tout ce qu'il faut pour entamer la procédure. Miles a accepté d'envoyer une déclaration sous serment confirmant que la fiducie est toujours valide et qu'il a supervisé ta signature. La prochaine étape est de déposer une requête en transfert de propriété d'urgence pour violation des conditions de la fiducie. Et Cambria, elle ne verra rien venir, et c'est là tout l'intérêt. J'ai ri, non pas par amusement, mais par incrédulité. Elle va perdre la maison parce que son frère n'a pas su maîtriser son ego. Rowan n'a pas souri. Elle va la perdre parce qu'elle est restée les bras croisés pendant que ça se passait. Cette clause ne punit pas seulement le coupable, elle protège l'innocent. On a la preuve du préjudice. Témoins, dossiers médicaux, et cette clause, c'est du béton. J'ai pris le dossier et je l'ai tenu à 2 mains comme si c'était quelque chose de fragile, même s'il pesait lourd. Je veux que ça se passe bien, ai-je dit. Pas de théâtre, pas de bagarre publique. Je veux que ce soit propre. Ensuite, on les laisse faire, a dit Rowan. On classe tranquillement. On laisse les documents arriver avant vous. On laisse les faits parler. On les laisse s'éclaircir. Ce soir-là, j'étais assis seul dans mon appartement temporaire, celui que j'avais loué sous un autre nom quelques jours après la fête. J'ai de nouveau contemplé les documents de fiducie sous la faible lumière de la cuisine, en buvant du scotch bon marché dans une tasse à café. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus impuissant.
Je ne me sentais pas comme le mari charitable ou le complice toléré. J'avais l'impression d'être un homme qui tient une allumette à 2 doigts d'une mèche. Cambria avait passé des années à soigner son image, à construire une vie parfaite autour d'un mariage qu'elle n'avait jamais vraiment honoré. Et maintenant, cette même vie soigneusement construite reposait sur une signature oubliée et une bouteille cassée. L'ironie était presque poétique. Elle m'avait tellement sous-estimé qu'elle n'avait même pas pris la peine de voir ce que je tenais réellement. La signature que j'avais oubliée n'était plus enfouie sous le temps et la paperasse. Elle était entre mes mains désormais, et j'allais l'utiliser. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de reconquérir quelque chose qui avait toujours été mien. Ni la maison, ni le titre de propriété, mais le droit d'être vu, respecté et compté. La clause de fiducie avait été écrite pour un moment précis, comme celui-ci. Un moment où la vérité comptait plus que les apparences. Où le papier comptait plus que la performance, et où j'étais prêt. Rowan m'a dit de disparaître, pas disparaître complètement, mais se taire, se mouvoir comme de la fumée et attendre. J'ai suivi chaque mot. Pas d'appel à Cambria, pas de SMS, pas de nouvelles sur les réseaux sociaux. Je me suis isolé de tout ce que nous partagions. J'ai emballé l'essentiel dans un appartement loué à 30 minutes de la ville et laissé le reste derrière moi. Vêtements, meubles, souvenirs. J'ai même opté pour un téléphone prépayé. Aux yeux du monde, j'étais tout simplement tombé dans l'oubli. Mais en coulisses, les rouages de quelque chose de bien plus calculé se mettaient en marche. Je passais mes matinées dans un petit café d'East Aldé, où personne ne connaissait mon nom. Et le café était juste assez amer pour me maintenir alerte. J'avais emporté mon ordinateur portable, mais je l'ouvrais rarement. La plupart du temps, je me contentais d'observer les gens, les mouvements, le rythme. Le monde ne s'est pas arrêté, car je soignais une blessure à la tête et une trahison. Il a continué, et dans ce mouvement, j'ai commencé à retrouver mes marques. Cambria ignorait que j'étais en vie dans cette nouvelle version de moi-même. Elle a publié des photos de brunch et de dîner sur les toits. Félix a réapparu dans ses stories, torse nu. Une piscine, un sourire narquois dans un cocktail. Il n'y avait aucune trace d'excuse publique, aucune reconnaissance de ce qui s'était passé. Pas un seul message ne faisait allusion à cette nuit-là, juste une preuve supplémentaire de la perfection soignée à laquelle il s'accrochait. Je n'ai pas commenté. Je ne les ai pas observés pour ressentir de la douleur. Je les ai observés pour apprendre. Rowan avait toujours 3 coups d'avance. Elle se déplaçait comme l'eau, avec fluidité et implacabilité. Pendant que je faisais profil bas, elle a déposé une requête d'urgence pour demander la révision de la clause de fiducie. L'agression de Félix était documentée dans les dossiers médicaux. Nous avions les rapports médicaux. 2 témoins de la fête avaient discrètement confirmé ce qu'ils avaient vu. Une bouteille, une giclée de sang. L'un d'eux avait même filmé une partie. La vidéo était courte, mais accablante. Félix trébuchant en avant. Cambria figé. Mon corps s'effondrant hors du cadre. Pendant ce temps, Rowan a gelé les transactions immobilières. Aucun fonds ne pouvait entrer ou sortir de la fiducie immobilière sans l'approbation du tribunal. Les comptes liés à la taxe foncière, à l'entretien et à l'assurance de Burton étaient tous surveillés. C'était subtil, chirurgical. Là, il n'y avait pas d'alarme qui hurlait, juste un lent resserrement des liens. Cambria m'a envoyé 3 SMS la première semaine. Mardi, ça va? Jeudi, Dean, on peut parler? Dimanche, je ne sais pas où tu es, mais ça ne te ressemble pas. Elle avait raison. Ça ne me ressemblait pas. J'avais toujours été disponible. J'avais toujours répondu, expliqué, désamorcé la situation. Mais le conseil de Rowan résonnait dans mon esprit. Laissons-les s'interroger. Laissons-les paniquer juste assez pour dévoiler leur jeu. Alors j'ai laissé parler le silence. La 2e semaine, les appels ont commencé. Manqué une fois. Des messages vocaux laissés à des heures indues. L'un d'eux était la mère de Cambria. Dean, on est tous inquiets. Je sais que toi et Félix avez eu un désaccord, mais on peut passer à autre chose. Appelle-nous. Le mot « désaccord » a fait l'effet d'un acide. Un éclat de bouteille dans le crâne était maintenant une dispute entre beaux-frères. La réécriture avait déjà commencé. Mais je n'ai pas mordu. Je suis resté invisible, observant depuis la ligne de touche la refonte de l'histoire. Peu importait, car les papiers étaient déjà là. La demande d'exécution de la fiducie avait été déposée, ainsi que la vidéo, les déclarations et ma propre déclaration. La date d'audience avait été fixée discrètement. Félix et Cambria n'avaient même pas encore reçu la convocation.
Je passais mes soirées à arpenter mon quartier, dans des rues inconnues, devant des parcs faiblement éclairés et des stations-service où personne ne connaissait mon nom. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de m'entendre penser après des années d'isolement. Chaque soir, je déballais des morceaux de moi-même que je n'avais pas touchés depuis longtemps. Je me souvenais de choses dont j'avais cessé de rêver. Ma propre entreprise, mes propres ambitions, la version de moi-même qui n'était pas attachée au statut et aux apparences. L'univers de Cambria ne me manquait pas. La personne que j'étais avant de m'y rétrécir me manquait. Rowan appelait tous les 2 ou 3 jours pour me tenir au courant, chaque fois plus précise que la précédente. Grant Miles confirmait par écrit que la clause était toujours valable. Sa déclaration sous serment notarié a du poids. Elle marqua une pause. Et le nom de Cambria est absent de tous les financements liés aux rénovations des 5 dernières années. C'est entièrement de ta faute, Dean. Cela renforce tes prétentions. Je le pensais bien. Ai-je dit, l'engourdissement s'estompant un peu plus à chaque confirmation. J'étais le fantôme qui payait les factures. Il est temps qu'il réalise que c'est le fantôme qui détient les clés. La 3e semaine a été celle où les choses ont commencé à bouger. Les documents juridiques ont été officiellement signifiés, non pas par moi, mais par le tribunal. Félix recevrait la notification en premier, puisqu'il était l'agresseur désigné dans la clause de rupture. Cambria arriverait le même jour. Rowan avait prévu les choses ainsi. Ils ne verront rien venir. Elle m'a dit qu'ils pensent que tu penses tes plaies. Laisse-les faire. J'imagine le moment. Félix sur son téléphone, jetant des papiers comme du courrier indésirable jusqu'à ce que ses yeux s'accrochent au sceau officiel. Jusqu'à ce qu'il voie mon nom, jusqu'à ce qu'il lise la partie qui dit « Le requérant demande le transfert de la pleine propriété conformément à la clause 14 du trust familial Burton pour agression criminelle avérée. » J'imagine le vide de ses couleurs. Le visage de Cambria, le sang lui remontant dans le cou. Cambria essayait de le faire tourner pour rationaliser, mais son échafaudage soigneusement construit cédait. Je ne souris pas à cette pensée. Je ne faisais pas ça par vengeance. Je le faisais pour la clarté, pour que la vérité perce enfin la scène. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. J'avais besoin de distance. Et c'est comme ça que je l'obtiendrai. Avec le silence, avec stratégie, avec la vérité sur le papier, et une avocate discrète qui n'élevait jamais la voix. À la fin de cette 3e semaine, je me tenais devant le miroir de mon petit appartement de location. La cicatrice sur ma tempe s'était estompée, mais pas le souvenir. Je l'ai effleuré brièvement, non pas pour m'attarder, mais pour me souvenir. La douleur m'avait amené ici. Mais ce n'était pas la douleur qui me ferait avancer. C'était résolu. La prochaine fois que je franchirais ce portail, ce ne serait pas en invité toléré ou en complice du fantasme d'autrui. Ce serait comme quelqu'un qui avait gagné le droit d'occuper l'espace. Comme quelqu'un qui avait été refusé, rejeté, et finalement décidé de ne pas l'être. À me rétrécir davantage. Le silence avait fait son œuvre. Maintenant, la tempête approchait, et j'étais prête. C'était un mardi, quand le monde de Félix commença à s'effondrer. L'huissier arriva juste après-midi, habillé comme un livreur, poli et élégant, inaperçu jusqu'au dernier moment. Félix se prélassait près du patio, torse nu, lunettes de soleil sur le nez, un verre à la main, préparant probablement une autre de ses séances de régime sur les réseaux sociaux déguisées en charme. Quand l'homme lui tendit l'enveloppe, Félix la signa avec un sourire narquois, encore à moitié sûr qu'il s'agissait d'une invitation ou peut-être d'une amende. L'expression de son visage lorsqu'il l'ouvrit, mais c'est l'image que je garderai en mémoire. Sa bouche se tordit, ses yeux s'écarquillèrent. Toute bravade le quitta comme si quelqu'un avait coupé le cordon de sa suffisance. Il appela Cambria sur le champ. Je n'étais pas là pour le voir en personne, bien sûr, mais l'équipe de sécurité de Rowan, elle, si. Une présence discrète organisée quelques jours plus tôt, garée au bout de l'allée, postée avec des instructions claires. Au moment où les documents furent déposés, des réceptions de leurs demandes, ils devaient prévenir le personnel du portail. Lorsque la voiture de Cambria s'engagea sur la route, faisant voler du gravier sous ses pneus, la nouvelle liste d'accès était déjà en vigueur. Son nom n'y figurait pas. Elle arriva paniquée, les cheveux attachés en chignon, vêtue d'un trench-coat de créateur comme une armure. Elle adressa à peine la parole aux gardes, se contentant de montrer sa carte d'identité et de dire « J'habite ici ». Mais ils ne bougèrent pas, n'ouvrirent pas le portail. L'un d'eux, un homme ferme nommé Malik, qui avait servi de contact à Rowan, lui tendit simplement une feuille pliée en deux et dit « Vous devrez parler au doyen Langford. »
L'accès a été temporairement révoqué, en attente d'une décision de justice. J'ai reçu l'appel dès qu'elle a commencé à élever la voix. Elle n'a pas crié, mais son ton est devenu sec. Une fureur contenue, aiguisée par des années d'efforts pour obtenir gain de cause, un sourcil froncé est juste ce qu'il faut de condescendance pour faire reculer les gens. Mais les gardes n'ont pas reculé. Ils ont tenu bon, calmes et impassibles. Malik m'a appelé après son départ. Elle avait l'air stupéfaite, m'a-t-il dit. Elle n'a même pas demandé 2 fois. Elle a juste fait demi-tour et est partie. Le même après-midi, Cambria a essayé de m'appeler. J'ai laissé sonner. Rowan et moi avons assisté à la scène depuis son bureau, où elle avait affiché un écran partagé d'horodatage et de photos envoyées par les caméras du portail. C'était surréaliste de voir le domaine de loin. La maison où j'avais autrefois investi des milliers de dollars dans l'allée que j'avais contribué à réaménager était désormais verrouillée à ceux-là même qui m'avaient présenté comme complice et compte en banque. Rowan s'est adossée à sa chaise, m'observant calmement pendant que j'étudiais les images. Elle va essayer de me faire tourner la tête. Elle a dit qu'elle dirait que tu étais dérangé, que c'était un coup monté, mais les documents étaient déjà traités. La date d'audience était fixée et l'injonction d'urgence avait été approuvée. Ils ne peuvent pas rentrer sans enfreindre une ordonnance du tribunal. J'ai fixé l'écran. Le visage de Cambria avait changé, moins posé. Ou peut-être que je la voyais clairement pour la première fois depuis des années. Elle va dire que je l'ai prise au dépourvu. Elle aura raison, a répondu Rowan avec un petit sourire. C'est le but. La réaction de Félix, en revanche, était moins maîtrisée. D'après des voisins, dont l'un m'a envoyé un message privé sans un mot, juste une vidéo, il a crié assez fort pour que tout le pâté de maison l'entende. La vidéo était floue, mais on pouvait le voir faire les 100 pas devant la fontaine, agitant une feuille de papier d'une main et tenant un téléphone de l'autre. À un moment, il a claqué l'interphone du portail avec la paume de la main, comme si la force l'emportait sur la légalité. Ce ne fut pas le cas. Je n'ai pas répondu à la vidéo. Je n'ai pas répondu aux voisins, mais j'ai sauvegardé la vidéo. Parfois, le silence a besoin d'être documenté. Cambria a rappelé ce soir-là pour des sonneries. Messagerie vocale. Puis elle a envoyé un texto. Cambria Dean, c'est ridicule. Appelle-moi, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste lu et laissé tomber. Un vestige de la femme qui autrefois n'avait pas le temps d'aller en thérapie de couple, mais qui avait soudain le temps de plaider maintenant qu'il y avait des conséquences. Ce soir-là, je suis allé faire une longue promenade dans mon nouveau quartier. L'air était frais, les trottoirs silencieux. Je suis passé devant un fleuriste qui fermait boutique et un enfant qui jouait seul au basket sous un lampadaire. Le monde tournait toujours, épargné par la panique de Cambria. Et la mienne, elle, s'était dissipée, non pas en vengeance, mais en clarté. Je n'étais plus en colère. J'étais concentré. De retour à mon appartement, j'ai trouvé un autre message qui m'attendait. Cambria, je ne sais pas ce que tu crois faire. Ce n'est pas comme ça que les adultes règlent les choses. J'ai éclaté de rire. L'ironie. La femme dont le silence avait autrefois été ressenti comme une punition ne pouvait plus s'arrêter de parler. Elle avait passé des années à me regarder donner et donner, sans jamais croire que je m'arrêterais un jour. Elle n'a pas remarqué quand j'ai commencé à reculer. Elle supposait que je serais là, comme un manteau fiable qu'on enfile quand il pleut. Je me suis servi un verre de vin, du bon marché, rien à voir avec les bouteilles qui garnissaient notre cave, et je suis resté près de la fenêtre, regardant la lueur des phares au loin vaciller le long de l'autoroute. Tout semblait calme, non, seulement autour de moi, mais aussi à l'intérieur. Ce calme qu'on ne ressent que lorsqu'on arrête enfin de saigner. Rowan a appelé tard pour confirmer que les papiers avaient bien été reçus et enregistrés dans le système. Vous aurez un contrôle juridique temporaire jusqu'à l'audience. Elle a dit qu'il ne pouvait pas prendre de décision concernant la propriété. Vous pouvez, dans la mesure du raisonnable. Les charges, la sécurité, même de légères rénovations si nécessaire. Félix perd la tête. Son avocat a appelé, le mien était ébranlé. Je leur ai dit de parler au Père Noël et à Cambria. Silence pour l'instant. J'ai raccroché et suis resté là un long moment à regarder la ville s'exhaler. Cette maison, celle que j'avais contribué à construire, réparer, embellir, n'était pas une récompense. C'était un symbole, une cicatrice, peut-être. Mais maintenant, c'était un champ de bataille. Et je ne l'étais pas. Reculé. Ils pensaient qu'ils m'avaient brisé la nuit où la bouteille s'est brisée. Mais tout ce qu'ils avaient vraiment fait, c'était briser l'illusion que j'étais impuissante. Maintenant, ils devaient frapper à une porte,
Il n'avait plus de clé et je n'avais même pas à l'ouvrir. 3 semaines jusqu'au jour où la bouteille s'est brisée contre mon crâne, j'ai monté l'allée pavée du domaine Burton portant un costume de marine propre, des chaussures fraîchement brillantes et une nouvelle cicatrice cachée juste sous le bord de ma racine des cheveux taillés. Le soleil projette de longues ombres sur la pelouse, attrapant les accents d'or des portes en fer pour la pourriture derrière moi alors qu'il cliquait. Mon cœur a réussi, mais il ne coulait pas. Pas avec panique, pas avec doute, juste un but. Rowan était à côté de moi, son boîtier de tablette replié sous son bras, talons cliquant sur un rythme constant alors que nous nous dirigeons vers l'entrée avant. Mon souffle est resté même. J'avais eu 3 semaines pour répéter ce moment, et je n'allais pas gaspiller une seule seconde. Félix était déjà à l'extérieur, faisant le courant comme un homme piégé dans un labyrinthe qu'il ne réalisait pas qu'il construisait. Sa chemise était froissée, les boutons supérieurs défaits, et il portait cette expression d'incrédulité que les gens riches ne semblent évoquer que lorsque quelqu'un leur dit non pour la première fois. Cambria traînait derrière lui, essayant de suivre, sa bouche travaillant dans des manifestations silencieuses alors qu'ils m'ont repéré s'approchant. Ses yeux se sont enfermés sur les miens, plus larges que je ne les ai jamais vus, pas avec colère, mais avec quelque chose comme une reconnaissance, comme si elle me voyait clairement pour la première fois et réalisant que j'avais changé. Je ne parlais pas au début. Je n'ai pas eu à le faire. Rowan s'est avancé et a remis à Félix une enveloppe épaisse. Ce sont des documents judiciaires certifiés confirmant le contrôle juridique temporaire de M. Langford sur le domaine Burton conformément à la clause 14 du Family Trust, a-t-elle déclaré. Croustillant et professionnel. L'audience d'urgence a été examinée et approuvée. Vous n'êtes plus autorisé à résider ici. Tu es faux. Félix claqua, sa voix craquant alors qu'il tira l'enveloppe d'elle-même. Vous ne pouvez pas simplement entrer ici et prendre le contrôle de notre maison. En fait, Rowan a répondu froidement. Il peut. Et il a. Il a été légalement transféré, épinglant une audience finale. Vous intrusez à ce moment-là. Cambria s'avança, les yeux plaidants maintenant. Dean, s'il vous plaît, nous pouvons en parler. Ce n'est pas toi. Vous n'avez pas besoin de le faire de cette façon. J'ai souri faiblement. Pas par mesquinerie, mais par résolution. Vous n'avez même pas tressailli lorsque votre frère s'est ouvert la tête avec une bouteille. Tu ne m'as pas regardé. Vous vous êtes détourné. Son visage s'est frappé pendant une fraction de seconde avant de le masquer, à nouveau avec une élégance pratiquée. Vous êtes parti. Vous n'avez rien dit. Vous ne m'avez pas donné l'occasion d'expliquer. Vous avez dû parler, Cambria, dis-je. Vous les avez passés à perfectionner le silence. Félix se moqua, jetant l'enveloppe sur les marches en marbre. C'est une blague. Il s'agit d'un schéma de vengeance pathétique. Je m'avançai alors, debout, à quelques centimètres de lui, mon niveau de voix. Vous m'avez attaqué devant 100 personnes. Vous m'avez humilié et vous ne vous en souciez pas qui avait vu. Maintenant, vous vous souciez parce que vous perdez quelque chose qui n'a jamais été vraiment le vôtre. Il ouvrit à nouveau la bouche, mais j'ai levé une main et parlé plus fort pour quiconque à une échelle. Jardinier, sécurité, peut-être même les voisins à travers les murs du domaine. Vous cassez des bouteilles, dis-je. Je brise les modèles. Il y avait un battement de silence. Les yeux de Rowan passèrent vers la porte d'entrée. Un membre de l'équipe de sécurité nouvellement affecté est sorti et a fait un bref hochement de tête. Les serrures avaient déjà été modifiées. Félix et Cambria n'avaient plus de manteau d'accès, et le personnel avait été informé de la transition. Je vous suggère de rassembler vos effets personnels, leur a dit Rowan. Ce que vous pouvez porter, vous pouvez prendre. Tout le reste sera tenu en inventaire pour un arbitrage juridique. Nous avons un service de déménagement prévu. Si vous souhaitez organiser la livraison, vous avez 3 heures. Cambria avait l'air de pleurer, mais aucune larme ne venait. Seulement les lèvres tremblantes et la faible fouille de l'humiliation. Elle s'est rapprochée. Dean, nous nous sommes mariés. Cela ne veut rien dire pour vous? Je me suis incliné la tête. Ça l'a fait. Cela signifiait tout pour moi jusqu'à ce que cela ne signifie rien pour toi. Elle avala fort, mais ne parlait plus. Félix murmura quelque chose sous son souffle et a pris d'assaut à l'intérieur, la lourde porte d'entrée claquant derrière lui. Le foyer orné de Cambria avait obsédé pendant des années. Sorti à l'extérieur. Taire et me laisser respirer. Pour la première fois depuis que cette bouteille s'est brisée, je ne courais pas. Je ne me cachais pas. Je m'étais levé. J'étais revenu. Et je l'avais fait avec dignité, loi et force que je ne savais pas que j'avais encore. Ci-dessous, je pouvais voir Félix traîner une valise à travers la pelouse,
marmonnant des malédictions sous son souffle. Cambria a suivi quelques pas derrière, portant un fourre-tout de designer et ce qui ressemblait à un vieil album photo. Je n'ai pas demandé ce qu'il y avait. Je n'avais pas besoin de savoir. Je ne me réchauffais pas. Je n'ai pas crié. Je me tenais juste là, laissant le vent emporter tout le chagrin s'attardait encore dans les os de cette maison. J'étais entré dans cet endroit comme un étranger, je suis resté un fantôme, et maintenant je me tenais ici comme son porte-tige. Non pas parce que j'ai combattu Sal, mais parce que j'ai finalement combattu. Intelligent. Alors que Rowan me rejoignait sur le balcon, elle jeta un coup d'œil à l'horizon et hocha la tête. C'est le début? Dean, pas la fin. Elle avait raison. Et pour la première fois sur un longtemps, je le croyais. Au coucher du soleil, la maison était plus silencieuse qu'elle ne l'avait jamais été. Non pas parce qu'il était vide, mais parce que le bruit qui s'était longtemps occupé avait finalement été enlevé. Cambria et Félix avaient emballé ce qu'ils pouvaient transporter dans les heures qui leur ont été données. Pas de fanfare, pas de limousine qui attend sur le trottoir, juste en train de rouler des valises, des boîtes en carton et des égos meurtris plus loin à chaque pas qu'ils ont fait vers la porte. Rowan a tout supervisé avec le détachement comme, le presse-papier à la main, garantissant que tout ce qu'il supprimait était documenté et légal. Pas d'héritage, pas d'œuvre d'art, rien qui avait été payé conjointement, et certainement pas le buffet antique que j'avais commandé au cours de notre 2e année de mariage, un cadeau d'anniversaire cambrien n'a jamais reconnu. Cela est resté là où il était, un témoin silencieux de ce qui allait enfin défaire. Cambria a essayé une fois de plus. Juste avant de partir, elle a monté les marches du porche comme si c'était toujours le sien. Comme tout cela pouvait être défait avec les bons mots. Elle portait des lunettes de soleil, même si le soleil était derrière les arbres, et sa voix tremblait de cette façon qui avait l'habitude de craquer ma détermination. Mais plus maintenant. Je ne suis pas là pour me battre, a-t-elle dit. Je veux juste comprendre comment c'est arrivé à ce point. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, me penchant sur le cadre avec mes bras pliés, stable. C'est arrivé ici parce que vous l'avez laissé. Parce que le silence est une complicité. Vous vous êtes tenu pendant que votre frère brisait une bouteille au-dessus de ma tête, puis vous vous éloignez. Elle secoua la tête, sa voix plus nette maintenant. Je ne savais pas quoi faire. Tout s'est passé si vite. Non, j'ai interrompu calme mais froid. Tout s'est produit exactement comment cela allait toujours arriver. La seule différence est cette fois qu'il y a eu des conséquences. Félix, faisant glisser une boîte sur le chemin, a crié par-dessus son épaule. Vous regretterez cela, Dean. Vous pensez que vous avez gagné quelque chose? Vous jouez simplement à des jeux d'avocat. Rowan s'est avancé avant de pouvoir dire un mot. En fait, ce jeu d'avocat que vous faites référence est appelé trust enforcement, et il est contraignant. Vous êtes invité à le contester si vous pouvez trouver un avocat prêt à jalonner sa licence sur votre comportement. Félix ricana, mais n'a rien dit. Les ecchymoses de son ego étaient désormais visibles dans la façon dont il se déplaçait. Moins arrogant, plus frénétique. Il ressemblait à un homme essayant de porter la dignité dans une boîte qui ne se rapprochait pas. Cambria se retourna vers moi. Alors c'est tout. Vous nous jetez comme des étrangers. J'ai hoché la tête exactement comme ça. Elle se tenait là un battement plus longtemps, attendant que je tressaillis, s'adoucissant. Mais l'homme qu'elle a épousé, l'homme qui a toujours fait place à ses excuses, avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un qu'elle ne se souciait pas de savoir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand elle a réalisé que je n'étais pas un incontournable, j'étais une force. La sécurité les a escortés jusqu'à la porte, marchant silencieusement à côté d'eux jusqu'à ce que les écluses se fermaient derrière leur sortie. Il n'y avait pas de journalistes, pas de scandale, pas de gros titres, juste une sortie tranquille d'un endroit où ils avaient cru être le leur par droit d'aînesse. Ne me demandant jamais qui a vraiment payé les murs qui les protégeaient. Je ne parlais pas en descendant le trajet, ne faisant pas signe, je ne suis même pas descendu du porche. Je suis resté enraciné là où j'étais, en les laissant porter leurs droits et choqués devant les haies. Leur voiture s'est éloignée et je ne l'ai pas regardé disparaître. Je n'en avais pas besoin. À l'intérieur de la maison, il y avait un bourdonnement différent maintenant. Le genre de silence qui n'a pas appuyé sur votre poitrine, le genre qui faisait de la place. Le personnel, ceux qui étaient restés, étaient respectueux, s'ils étaient un peu prudents. Rowan avait parlé à chacun d'eux, indiquait clairement que tout avenir ici était basé sur l'intégrité et la responsabilité. 2 des vieilles femmes de ménage étaient déjà parties, choisissant la loyauté envers Cambria sur un chèque de paix. C'était bien pour moi. Je ne voulais pas que quiconque reste dont le silence avait aidé à permettre la pourriture.
Cette nuit-là, j'ai traversé chaque pièce avec la lente révérence de quelqu'un qui se réagit avec un corps qui avait été blessé autrefois. La salle à manger formelle, où j'avais assis à une centaine de dîners maladroits remplis de coups subtils et de silences plus forts. La bibliothèque, où Cambria avait une fois ri de mon goût dans les livres de poche, disant qu'il semblait bon marché contre les volumes en cuir. La cuisine, où j'avais fait des dîners anniversaires seul pendant qu'elle envoyait un SMS sous la lueur sombre des lustres. Je me tenais au centre de la chambre principale et expirais, les mains dans mes poches. Cet endroit ne s'était jamais vraiment senti comme le mien. Je l'avais financé, maintenu, je l'ai amélioré, mais j'avais toujours été traité comme un locataire dans l'héritage de quelqu'un d'autre. Ce soir, cependant, c'était différent. L'acte avait mon nom. Les clés étaient dans ma poche. Et les gens qui exerçaient autrefois la propriété comme une épée étaient maintenant verrouillés par leur propre arrogance. Je ne me réchauffais pas. Il n'y avait pas de musique, pas de boisson festive, pas d'appel à des amis, juste un moment de silence, profondément émérité. Je suis retourné en bas et je suis sorti sur le balcon du maître, la brise curling comme des félicitations silencieuses. Le clair de lune s'est renversé sur la pelouse, lavant tout en argent et en paix. Je me suis penché contre la balustrade et j'ai laissé la nuit me parler comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. L'ancien moi, la version qui avait besoin d'une permission pour se sentir digne. Il n'aurait pas cru que ce moment était possible. Il aurait hésité, à deviner deuxième, à offrir un compromis. Mais cet homme avait saigné sur les marches en marbre et est reparti avec plus que des cicatrices. Il est reparti avec clarté. Je n'étais pas là pour me venger. J'étais ici pour la remise en état. La maison ne ressemblait pas à un trophée. C'était comme une ardoise propre. Et pour la première fois depuis que les vœux ont été échangés et que les mensonges ont pris racine, je me sentais finalement comme si j'étais à la maison. Pas dans le monde de Cambria, pas dans l'ombre de Félix. Dans le mien, je n'ai pas gardé la maison pour me prélasser dans un grand sentiment de victoire. Je n'ai pas marché sur ces couloirs la nuit en faisant semblant d'avoir gagné quoi que ce soit. À vrai dire, il y a eu des moments où le silence à l'intérieur de ces murs résonnait un peu trop fort, comme le vide posait des questions auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. Mais encore, je suis resté, non pas pour préserver ce qui avait été, mais pour le transformer en quelque chose qui comptait, quelque chose qui survivrait à la douleur qu'il détenait autrefois. L'idée m'est venue lentement, comme le brouillard quittant une pelouse du matin. Cela a commencé par une question. Que faites-vous d'une maison trempée de trahison, superposée dans les échos de rires dédaigneux et de silence froid? Vous ne le vendez pas. Vous ne prétendez pas que cela ne vous coupe jamais. Vous le récupérez. Vous taillez le sens dans sa fondation. Une nuit, alors qu'elle était assise sur le sol de l'ancienne étude, je me suis souvenu de l'homme que j'avais rencontré à l'hôpital, un autre mari, meurtri dans plus que le corps. Il m'a dit dans un murmure brisé. C'est plus difficile quand personne ne croit que c'est un abus quand cela vous arrive. Ces paroles sont restées. Ils ont fouillé sous ma peau. J'ai regardé autour des sols en marbre, les hauts plafonds, l'espace Cambria autrefois utilisé pour l'hébergement, pour afficher sa version de la perfection, et j'ai réalisé que j'avais eu la chance de faire quelque chose de plus grand que de posséder l'endroit. Je pourrais faire l'importance. C'est là que j'ai appelé Rowan. Elle a écouté comme j'ai expliqué, puis a dit « Je connais quelqu'un ». 2 jours plus tard, j'ai rencontré Arturo, un travailleur social à la retraite avec un visage et un acier doux dans sa colonne vertébrale. Il avait travaillé pendant 20 ans avec des hommes se remettant de la violence psychologique et émotionnelle. Les gens pensent que les hommes ne saignent pas, m'a-t-il dit lors de notre première promenade à travers la propriété. Juste parce que les blessures ne sont pas visibles, ils supposent que vous allez bien. Ils oublient que le silence peut être un cri. Nous avons serré la main ce jour-là et n'avons jamais regardé en arrière. J'ai vidé d'abord l'aile ouest. L'aile Cambria avait insisté pour se transformer en galerie privée. Nous avons dépouillé les murs nus, découragé les couches du papier peint organisé et laissé entrer la lumière. Arturo m'a aidé à repenser l'espace pour les chambres, chacun avec un lit, un bureau et des fenêtres qui s'ouvraient. Pas de porte verrouillée, pas de jugement, juste de la sécurité. Une petite cuisine partagée, une salle de thérapie de groupe où l'ancienne bibliothèque avait été. Nous avons ajouté des mesures de sécurité tranquillement, respectueusement et avons fait appel à des conseillers en traumatologie qui croyaient à la cause autant que nous. Je l'ai nommé The Haven sur Ridgemore. Chaque homme qui a traversé ces portes méritait une chance de respirer à nouveau, de parler sans honte, de trouver leurs pieds après avoir été glissés,
négligés ou traités comme des meubles dans leur propre maison. Nous n'avons pas annoncé. Des mots se répandaient dans l'ombre, des références des abris, des chuchotements à travers des commis de cour, des mentions silencieuses de thérapeutes qui savaient à quel point un espace comme celui-ci était rare. En un mois, nous avons eu notre premier résident. À la fin du troisième, les 4 chambres étaient pleines. Le premier homme était David, 48 ans, divorcé, un enseignant qui avait passé une décennie dans un mariage où chaque chèque de paie a été pris, chaque opinion rejetée. Sa femme lui avait dit qu'il ne valait rien tellement de fois, il a commencé à la croire. Lorsqu'il est entré avec un sac de bouchons et un dossier de documents judiciaires, il m'a regardé et a dit « Vous êtes sûr que c'est réel ?» J'ai hoché la tête, lui étendu les clés de sa chambre, et j'ai dit « Cet endroit a été construit pour vous. » Ce n'était pas toujours facile. Certains jours, l'air dans la maison était épais de douleur. Le genre qui ne se montre pas sur les visages, seulement en pause entre les mots, et la façon dont les mains tremblaient sur un café. Une affiche claire près de l'entrée en tête d'une table en adéquation qui a une fois la plus grande collection de vases importés de Cambria. Excuse. Rowan est venu un après-midi pour vérifier les documents de notre statut à but non lucratif. Elle s'arrêta par la bouteille et sourit. « Je n'ai jamais pensé que ce serait votre héritage, » a-t-elle dit. J'ai regardé autour de la pièce, chaud de la lumière du soleil se répandant sur le canapé, Arturo riant doucement avec l'un des résidents de la cuisine et j'ai répondu « Moi non plus, mais j'en suis fier. » Elle a hoché la tête, puis m'a tendu les formulaires de certification finaux. Le responsable du Haven est désormais entièrement reconnu, taxe exonde. Vous avez même obtenu votre vague d'inspection à cause de la Fondation Trust. J'ai traversé une main sur le bois lisse de la table. Drôle. Tout cela parce que Félix ne pouvait pas tenir sa liqueur. Rowan sourit. Ou son tempérament. Nous avons ri tous les deux. Mais sous le rire, il y avait quelque chose de plus profond, quelque chose de stable, quelque chose gagné. La maison tenait toujours son luxe. Les murs chuchotaient encore avec des souvenirs. Mais maintenant, ces chuchotements avaient été réécrits. Chaque lumière qui s'allumait, chaque porte ouverte, chaque repas partagé, tout faisait partie de la guérison. Il n'a pas effacé le passé, mais il a superposé quelque chose de mieux sur elle, plus forte. Cambria n'est jamais revenu. Pas en personne. Mais un jour, des mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse de retour, pas d'excuse, juste une seule photo nichée à l'intérieur. Moi et elle le jour de notre mariage, debout sur les marches avant de cette même maison, souriant d'une manière qui ne me sentait plus comme moi. Je l'ai tenu longtemps avant de le ramener dans l'enveloppe et de le mettre de côté. Je n'avais pas besoin de le déchiqueter. Je n'avais pas besoin de le brûler. J'avais déjà continué. Le paradis se tenait, et avec lui, moi aussi. C'était juste après 8 ans jeudi soir pluvieux lorsque le passé est arrivé à ma porte, enveloppé de noir et ressemblant à un regret. Je venais de terminer les fournitures de réapprovisionnement dans la cuisine commune lorsque Malik a bourdonné mon téléphone. « Il y a quelqu'un ici ?» a-t-il dit. Dit que son nom est Cambria. Le nom a atterri dans ma poitrine comme un écho lointain. Familier et hors de propos à la fois. Elle est seule, a ajouté Malik. Pas de parapluie, pas de voiture en vue. J'ai hésité une seconde, alors lui a dit. Je la rencontrerai à la porte. J'ai marché lentement sur le chemin principal, laissant le gravier croquer sous mes chaussures. Me stabilisant à chaque pas. La pluie n'était pas lourde, plus une bruine persistante, s'imprégnant de tout sans faire de scène. Quand j'ai atteint la porte, elle était là, trempée, pâle, les cheveux aplatis contre son front, le mascara traînant sur ses joues. Elle n'a pas tressailli à côté de moi. Elle ne souriait pas non plus. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je viens de l'étudier. Son manteau était déboutonné, s'accrochant à elle comme une seconde peau. Le Cambria, je me suis souvenu, ne se serait jamais permis d'être vu dans un tel état. Et pourtant, elle était ici, dépouillée d'équilibre, portant de la pluie et du silence comme s'ils étaient les seules choses qui lui étaient adaptées. Ça va toujours aussi loin, dis-je calmement. Quand tu le laisses continuer, détournait-elle les yeux vers les bordant l'allée, les mêmes que nous une fois passés ensemble tout en discutant des motifs de carreaux et de l'éclairage extérieur comme s'ils comptaient plus que la confiance. Je ne suis pas venu ici pour me battre, a-t-elle déclaré. Bien, j'ai répondu. Parce que j'ai cessé de me battre pour votre approbation il y a longtemps. Elle avala, se resserrant la mâchoire, puis atteignit la poche de son manteau et sortit une enveloppe. J'ai trouvé cela quand je faisais le peu du peu qu'il me restait. Pensez peut-être. Je ne sais pas.
Peut-être que vous en voudriez. J'ai pris l'enveloppe et je l'ai ouverte, non pas pour elle, mais pour la mienne. À l'intérieur était une seule photo. États-Unis il y a 5 ans dans le hall de la succession. J'avais mon bras autour de sa taille. Elle riait, les yeux coulés vers le haut vers le mien. Je me suis souvenu de ce moment. C'était le jour où nous avons obtenu les clés. Nous avons juste traversé toutes les pièces ensemble, en haut des idées et de l'espoir. C'était avant les fissures, avant que son silence ne devienne armé, avant que les blagues de Félix ne cessent d'être drôles et ne commencent à se sentir comme des coups de poing. J'ai regardé la photo pendant longtemps, puis j'ai regardé en arrière. Tu n'es pas venu ici pour la fermeture, Cambria. Vous êtes venu ici en espérant que je vous rendrais la dernière partie de cet endroit que vous ne pouvez plus atteindre. Ses lèvres tremblaient, mais elle n'a rien dit. Cette maison n'est pas la vôtre, j'ai poursuivi. Plus maintenant. Et non pas à cause d'une décision de justice ou d'un clause de fiducie parce que vous l'avez abandonnée, bien avant que la loi ne vous rattrape. Elle hocha lentement la tête, clignotant sous la pluie. Je sais. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû ressentir une ruée de justification, une certaine satisfaction primitive la regardant se tenir sous la pluie, impuissante, excuse, cassée. Mais je ne l'ai pas fait. Ce que je ressentais était plus lourd que le triomphe. Ce que je ressentais était la finalité. Je ne te déteste pas, dis-je. C'est la partie la plus difficile. Je ne te crois plus. Elle tressaillit alors, comme si ces mots faisaient plus mal que tout ce que j'aurais pu dire. Je n'ai pas non plus apprécié ça. Je n'étais pas là pour la blesser. J'étais là pour y mettre fin. Je vous souhaite la paix, j'ai ajouté. Mais vous ne le trouverez pas ici. Elle ferma les yeux et hocha la tête encore. Puis, sans un autre mot, elle se retourna et s'éloigna. Pas de parapluie, pas de chaussures construites pour le gravier et la boue, juste une femme sous la pluie, se retirant de quelque chose qu'elle pensait que lui appartiendrait toujours. Je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas demandé où elle irait. Je me tenais simplement à la porte jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse derrière la brume. Lorsque je me suis retourné vers la maison, les lumières du porche jettent une lueur chaude sur le chemin. Le Havre se tenait comme une sentinelle silencieuse, solide et pleine de but. À l'intérieur, Arturo parlait toujours doucement à l'un des nouveaux arrivants, et le son doux de la vaisselle qui clignote dans la cuisine a donné la vie à l'endroit. Je suis retourné, en fixant l'enveloppe sur la table d'appoint près de la caisse d'affichage, celle qui tenait la bouteille cassée. Je n'ai pas déchiré la photo. Je ne l'ai pas brûlée. Je ne l'ai même pas encadrée. Je l'ai juste laissée là, banale. Un souvenir n'est plus assez puissant pour me déplacer. Cette nuit-là, je me tenais à nouveau sur le balcon, la pluie mettant mon visage en mettant le visage alors que je regardais la pelouse. Le vent était fraîche, l'odeur de la terre mouillée s'élevant en dessous. Derrière moi, les chambres étaient pleines de guérisons, des hommes déballant plus que des sacs, des voix récupérant l'espace dans le monde. Et je l'ai senti dans ma poitrine, le bourdonnement indubitable de fermeture. Cambria était finalement revenue, non pas pour la réconciliation, mais pour la reconnaissance. Elle voulait la preuve qu'elle comptait encore. Ce qu'elle a obtenu à la place, c'était la prise de conscience que je n'avais plus besoin de sa présence pour définir ma paix. Elle n'est jamais revenue après cette nuit et je ne l'ai plus jamais cherchée sous la pluie. La matinée de la grande ouverture ne ressemblait rien à ce que je pensais que c'était le cas. Il n'y avait pas de nerfs, pas de pensée de course, pas de catastrophes imaginées, juste une sorte d'anticipation calme, comme l'univers avait pris une profonde inspiration et le tenait pour moi. Le paradis était beau, simple, fort, intentionnel. La peinture fraîche portait toujours la faible parfum de renouvellement. Des fleurs bordent la passerelle dans des couleurs en sourdine. Des chaises avaient été installées sous l'auvent dans la cour. Pas de bannière, pas de ballon, juste des cadeaux. La liste des invités était petite par conception. Quelques dizaines d'hommes qui étaient passés par nos portes et étaient sortis plus stables que lorsqu'ils sont entrés. Quelques alliés, thérapeutes, anciens travailleurs sociaux, donateurs calmes qui croyaient en la mission sans avoir besoin de leur nom sur rien. Pas de presse, pas de photographes, juste des histoires assemblées par la survie et la force. Arturo était déjà dans le jardin en ajustant le dernier des textes de nom. Il leva les yeux quand il m'a vu, donnant un signe de tête silencieux qui disait plus que n'importe quel discours. J'ai hoché la tête en arrière et j'ai glissé à l'intérieur pour tout vérifier. Le café s'est préparé dans la cuisine. Des assiettes de pâtisserie douce et des plateaux de fruits ont attendu sur la table. Rien d'extravagant, juste assez. Je me suis retrouvé à s'arrêter dans le couloir près de la porte d'entrée, des yeux attirés par la vitrine.
La bouteille cassée était toujours assise debout à l'intérieur du verre, gelée en milieu destruction. L'étiquette a disparu depuis longtemps. Seule la bouche déchiquetée et la base fracturée sont restées, et en dessous, la plaque gravée du verre, de la croissance, de la douleur, du but. J'ai touché le verre avec le dos de mes doigts, non pas pour l'objet lui-même, mais pour ce qu'il a marqué. C'était le moment où ma vie avait pivoté. Pas seulement le coup, mais le silence qui l'a suivi. Cette fraction de seconde où je savais que personne ne me sauverait. Donc, j'ai dû apprendre à me sauver. Je suis sorti alors que l'invité commençait à arriver. Malik se tenait à la porte d'entrée, saluant chacun avec une autorité calme qui était devenue une signature de la maison. Il portait un bouton doux de la marine dans le pantalon aujourd'hui, habillé comme un homme qui avait échangé des champs de bataille contre Sanctuary. Les premiers hommes se sont déroulés, la tête maintenue plus haut qu'elle ne les avait autrefois portés. Certains sont venus seuls, d'autres ont apporté des partenaires. Un homme, Ray, a amené son fils adolescent, qui seulement 6 mois plus tôt avait vu son père quitter une maison remplie d'accusations froides et de blâmés silencieux. Maintenant, ils marchaient côte à côte. Nous n'avons pas prononcé de discours. Ce n'était pas ce à quoi le Haven était, mais nous avons partagé. Souvent, avec désinvolture, un homme se pencha sur la table et dit à un autre, « Cet endroit m'a sauvé la vie. » Un autre a tiré Arturo dans un câlin si serré qu'il me faisait attraper la gorge. Je n'ai pas interrompu. Je viens regarder, absorbant chaque seconde, chaque sourire qui n'était pas forcé, chaque larme qui ne tombait pas dans la honte, chaque souffle qui était plus facile parce qu'il ne faisait plus semblant. Environ 1 heure dans le rassemblement, un journaliste est arrivé. Quelqu'un qu'Arturo avait invité comme une faveur personnelle. Elle a gardé son appareil photo, son cahier sur ses genoux. Elle ne parlait que lorsqu'elle a parlé, respectueuse, délibérée. Vers la fin, elle s'est approchée de moi pendant que je versais du café. « Monsieur Langford », elle a dit, « si je peux demander, après tout ce qui s'est passé, vous avez un ressentiment envers votre ex-femme, son frère. » J'y ai pensé plus longtemps que ce à quoi je m'attendais, non pas parce que je n'étais pas sûr, mais parce qu'il méritait une vraie réponse. Je me tournai vers elle, rencontra son regard et disais « Non ?» Elle cligna des yeux, attendant plus. J'ai posé le pod à café. Je n'ai pas de rancune, mais j'ai une cicatrice. J'ai un acte, et j'ai un sourire qu'ils n'oublieront jamais. Ce sourire est venu alors, imprégné et plein. Un sourire non né de la mesquinerie ou de la vengeance, mais du genre qui vient lorsque vous avez construit quelque chose de réel à partir de l'épave. Le genre que personne ne peut voler. Le genre qui a surmonté la trahison, la silence et le sang. Les arbres, la cour bordeuse de joie. L'affaire caritative avait construit quelque chose qu'elle ne comprendrait jamais. N'avait plus d'importance. Ce qui comptait était ici. Brique by brique, respiration par le souffle et chaque homme qui entra dans les portes en pensant qu'il était brisé et sortit en sachant qu'il n'était pas seul. Alors que le crépuscule s'installait et que le dernier des invités a filtré, Arturo est venu se tenir à côté de moi. Il m'a tendu un petit verre de vin et a élevé le sien. À la bouteille cassée, dit-il, à moitié souriant. Et l'homme qui en a fait quelque chose. J'ai tincé mon verre contre le sien. À chaque homme qui apprend, il mérite mieux. Nous avons bu en silence. Cette nuit-là, je me suis éteint les lumières et je me suis resté seul dans le couloir principal. Les ombres ne se sentaient plus lourdes. Ils se sentaient gagnés. Les cicatrices sur les murs, métaphoriques et autres, n'étaient pas des choses à cacher. Ils faisaient partie de l'histoire, la preuve que cette maison avait été un champ de bataille et se tenait maintenant comme un paradis. Je suis passé devant la vitrine une fois de plus et j'ai hoché la tête juste une seule fois, comme un dernier art contre un fantôme qui ne m'a plus hanté. Puis j'ai grimpé les escaliers, pas comme un homme essayant de prouver quelque chose au monde, mais en tant qu'homme enfin en paix avec qui il était devenu. Et le sourire sur mon visage, c'était le genre que vous n'oubliez jamais.